Bienvenue dans Avec Desi de Replay Media, l'émission qui imagine le monde de demain à travers des sujets technologiques et scientifiques et leur impact sociétaux. Pour ce premier numéro, j'ai la chance de recevoir Éric Lemaître qui va nous parler de la numérisation du monde et de la robotisation de la conscience. Rien que ça. Allez, c'est parti pour un premier épisode d'Avec Desi. On montre souvent dans les films de science-fiction les machines comme étant le danger, la menace de la création qui échappe à son créateur. On oppose dans ces cas-là souvent une sorte de dualité. D'un côté, les robots, des êtres froids, faits de métal, sans émotion ni conscience, et de l'autre, l'espèce humaine, avec ses défauts mais aussi ses qualités, ses émotions et surtout son envie de vivre qui, comme toujours, lui permet de résister aux méchants robots tueurs. Mais est-ce que nous ne regarderions pas au mauvais endroit, avec les cyborgs et autres humanoïdes, comme pour nous détourner du vrai problème? Et si, à force de détourner le regard, on ne voyait pas le danger naître au sein même de nos rangs? Nous sociabilisons de moins en moins, nous nous appuyons de plus en plus sur des technologies invasives qui nous guident, anticipent nos besoins, nous surveillent, anticipent notre vie. Nous nous laissons guider comme des automates dans une société allant à ça à l'heure, nous nous laissons plus le temps de ressentir la moindre émotion ou même de réfléchir. Alors, ne serions-nous pas en train de devenir le mal que nous nous efforçons tant de lutter dans les films, et si nous devenions tous des machines? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir pour ce premier numéro d'Avec Desi Éric Lemaître, qui est donc socio-économiste et enseignant, auteur essayiste de 2 essais, La déconstruction de l'homme et son dernier ouvrage qui s'intitule La conscience mécanisée, un essai à la fois théologique et philosophique aux éditions Libri Nova, à découvrir donc sur le site, mais également en commande auprès de toutes les librairies et également en version dématérialisée. Bonjour Éric Lemaître. Bonjour Maxence, ravi d'être avec vous et de partager, en tout cas d'avoir un bon moment d'échange sur votre site. Je suis très heureux de pouvoir vous partager ma réflexion sur le sujet bien évoqué, bien introduit. Merci. Alors vous vous interrogez sur l'humain, justement, dans une société qui en est, de moins en moins pourvue d'humanité. C'est exact, ça a été depuis plusieurs années le fil de ma réflexion. Quand vous parlez de pourvu de moins d'humanité, en fait oui, nous sommes dans une société qui se déshumanise du fait de l'atomisation sociale qui était enclenché bien avant le Covid, qui nous amène à être claquemurés. Donc je suppose que vous l'êtes, vous aussi, confinés, donc privés de ces relations sociales, mais n'étions-nous pas déjà privés en quelque sorte de relations sociales avant le Covid-19? Alors c'est vrai que en apparence, nous pouvons imaginer que ce n'était pas le cas, qu'il y avait des brassages sociaux, que les gens pouvaient nouer des liens, mais il se trouve quand même que de plus en plus notre esprit, notre âme est en quelque sorte phagocyté par les écrans numériques et que le numérique prenait déjà une grande place dans nos vies les uns et les autres. Donc oui, je rejoins votre interrogation sur la déshumanisation en ce sens qu'il y a une perte de relation entre nous. Mmh. Et donc pour en revenir à la question, donc et si nous devenions tous des machines, cette idée de devenir, une machine, de se transformer, d'augmenter ses capacités, c'est une idée qui a été popularisée ces dernières années par, les GAFAM, notamment qui les véhiculent et qui investissent fortement en ce sens. Mais c'est une idée finalement qui remonte presque aux origines de l'humanité et vous en parlez justement dans votre livre. D'où vient cette quête si obstinée selon vous? Alors ça, c'est une question fort pertinente. Et il y a certainement plusieurs motifs qui conduisent à cette quête d'augmentation de l'homme. C'est d'ailleurs la trame de mon livre, La mécanisation de la conscience. Et cette quête d'augmentation de l'homme se réfère le plus souvent à des tentatives permanentes de surmonter les limites actuelles du corps humain en ayant recours à la génétique ou à des artefacts, à des objets artificiels. C'est l'obstination de cette quête qui tient finalement à quelques raisons. C'est l'objet de votre question. C'est le refus de la mort. C'est le rejet de la finitude. C'est l'inacceptation de l'encerclement du corps. L'homme a toujours souhaité s'affranchir de son enveloppe corporelle,
dans laquelle il est assigné à résidence, en quelque sorte. Mais ce refus de la mort le conduit finalement depuis toujours à rechercher comment la vaincre. Comment triompher de cette fin inéluctable à laquelle chacun d'entre nous est promis, vous et moi. Donc voilà, en quelque sorte, les premiers éléments de réponse à votre questionnement, mais vous évoquiez également les origines de l'humanité, et vous avez raison d'y faire référence, puisque cette quête de l'homme augmenté, de l'immortalité, n'est pas nouvelle. Et j'invite chacun à découvrir toute la mythologie grecque, Icare, Pygmalion, Prométhée, Calypso, la mythologie sumérienne avec Gilgamesh qui était en quête d'immortalité, et les récits bibliques, notamment Babel, et de découvrir qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pour faire référence à un personnage célèbre biblique qui s'appelle Salomon, le Qoélète, et qui a écrit ce livre qui s'appelle l'Ecclésiaste. Alors le rêve d'immortalité est finalement une histoire qui appartient à ce que j'appelle la mémoire enfouie, celle de notre éternité depuis finalement notre éjection du jardin d'Éden, depuis notre sortie d'Éden, qui n'a pas été très triomphante. Alors, justement, on a tendance aujourd'hui finalement à oublier ces mythes. Comment vous expliqueriez que, finalement on n'y fait plus tellement référence, voire on a tendance à les faire passer pour des Des légendes? légendes dépassées. Je crois que c'est à tort que l'on ne revisite plus les mythes anciens, les mythes qui font partie du patrimoine civilisationnel et qui sont des éléments de réflexion. Et je crois que peut-être notre humanité aujourd'hui, ça n'a pas été le cas hier, il y a quelques siècles, ça faisait encore l'objet des réflexions, mais aujourd'hui, on a tendance à vouloir évacuer ce qui dérange finalement la conscience humaine, et qui a refoulé finalement l'idée de Dieu, qui a refoulé toute évocation à une transcendance, et au fond, ces mémoires qui appartiennent à la civilisation humaine, ces mémoires de l'éternité en quelque sorte, si elles étaient réveillées de leur sommeil, eh bien nous amèneraient sans doute à une remise en cause, à une remise en question, parce qu'il suffit de regarder les mythes prométhéens ou toute cette civilisation mythologique grecque qui évoque les souvenirs d'une humanité qui était à la quête de son éternité. Peut-être que tout cela nous amènerait à s'interroger, à se re-questionner, à se dire on n'a peut-être pas fait le bon choix. Revisitons donc ce que nous dit Prométhée. Alors cette, remise en question, on y viendra un petit peu plus tard. On va rester dans, les auteurs pour l'instant. Beaucoup d'œuvres de science-fiction ou d'anticipation, sont devenues réalité par la suite. On a Norbert, Wiener, si je le prononce correctement, Oui, heu, Norbert Wiener. vous en parlez également dans votre livre. Imagine, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, une société, contrôlée et régulée par la cybernétique. Nous y sommes actuellement aujourd'hui. Greg Bear, lui, imagine des microstructures assemblées atome par atome, inoculées dans le corps humain. En 2020, ce sont des technoscientifiques qui imaginent la programmation d'êtres cyborgs à partir de cellules cardiaques artificielles, en combinant l'intelligence artificielle et l'impression 3D. Alors, ce sont des récits fantastiques, mais ne sont-ils pas finalement des récits révélateurs, des récits, dystopiques, d'un monde à venir? Ah oui. Bien, vous avez raison. Et à partir de ces récits, il faudrait évoquer celui d'Aldous Huxley, qui est sans doute le livre le plus emblématique. Le meilleur des mondes est le roman dystopique par excellence. Dans le meilleur des mondes, la reproduction sexuée, telle qu'on la conçoit de nos jours, a totalement été évacuée, totalement disparu. Notez que la prédiction associée à la fin de la reproduction sexuée n'est pas en soi nouveau. Et je vous invite notamment à relire le Faust de Goethe, écrit en 2 pièces en 1808 et en 1832. Il y a là un mystérieux personnage qui s'appelle Méphistophélès, qui promet à la fin de la reproduction sexuée et l'avènement de la fécondation in vitro. 1808-1832. C'est remarquable comme roman. Et dans ce roman, il est évoqué la fabrication d'un personnage qui s'appelle Hémoncolus, qui est né finalement d'une fiole.
Pour revenir au meilleur des mondes, parce que ça c'était le point de départ de ma réflexion, dans ce roman, Le meilleur des mondes, les êtres humains sont tous créés en laboratoire. Les fœtus y évoluent dans des utérus totalement artificiels, l'ectogénèse, et puis ces êtres sont conditionnés durant leur enfance. Les traitements que subissent les embryons au cours de leur développement déterminent leurs futures prédilections, aptitudes, également comportements, qui seront en accord avec le projet social qu'on leur a défini, selon la position qu'ils occuperont dans la hiérarchie sociale. Cet univers où l'on conçoit des êtres finalement génétiquement parfaits sans défaut est celui qui nous est rappelé par Gattaca, qui est aussi un autre roman dystopique. La réponse aujourd'hui est de savoir si nous sommes proches d'un tel avènement. Eh bien oui, la fécondation in vitro existe bel et bien depuis 1978. L'enfant ne naît pas dans un utérus artificiel, pas encore, mais il n'est pas impensable que l'on y arrive un jour. Puis l'autre avancée génétique est celle du CRISPR-Cas9, ce fameux bistouri biologique en forme de ciseau, un enzyme spécialisé qui permet de procéder au découpage d'un brin de l'ADN défectueux et puis de le remplacer. Le génie génétique permet aujourd'hui de modifier très facilement, très rapidement le génome des cellules animales et végétales. Et cet outil CRISPR-Cas9 permettrait potentiellement, si l'on maîtrise demain la fabrication ou la manipulation du génome humain, d'éditer un génome susceptible de ne pas transmettre à ses congénères des défauts génétiques. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et alors pour pousser un peu plus loin l'anticipation, l'auteur, Teilhard de Chardin, qui nous parle lui d'une sorte de tout que nous formerions, comme une sorte de pour vulgariser, de grosse unité centrale. Est-ce que ça vous, donne, envie, on va dire, ce futur? Alors, pour revenir à cet auteur hein, qui parle finalement d'une forme d'imbrication des cerveaux, à la fois il y voit dans l'humanité une évolution permanente, une intrication entre la morale et puis l'évolution technologique, et il, en fait, oui, effectivement, évoque une forme d'égrégore numérique d'assemblage de nos cerveaux, où nous faisons lien, nous réseautons en quelque sorte ensemble. Non, je n'aspire pas à un tel monde. Alors, nous sommes justement dans une société qui ne tolère plus, vous l'avez dit juste avant, la mort, la maladie, en réponse à ces fléaux, l'argument qu'on entend, c'est celui du progrès qui peut soigner, tous les maux, internet et qui permet de rapprocher les gens, de rester en contact, le progrès en médecine, en robotique qui permettent de soigner les maladies, de redonner l'ouïe, la vue et bientôt, étant donné les progrès actuels, peut-être de reprendre le contrôle, de ses membres. Alors on se dit que ces arguments avancés sont plutôt, louables, alors pourquoi faudrait-il s'en méfier aujourd'hui? Oui, alors à l'instar de votre propos, nous pourrions citer un autre projet, le projet Brain Computer Interface, qui utilise des capteurs placés à l'intérieur de la boîte crânienne, donnant la possibilité à une personne de donner des instructions à un dispositif mécanique très complexe, comme l'exosquelette. Les tests cliniques qui sont en cours depuis 2015 avec des personnes tétraplégiques témoignent de l'avancée faramineuse de ces premières formes d'hybridation mécanique. Alors, tout à l'heure, nous évoquions la figure d'Icare. Là, nous sommes dans une forme d'hybridation très avancée. Mais je crois qu'à ce stade, nous confondons deux choses. La médecine réparatrice et la médecine augmentée. Entre les deux, nous avons bien celle qui vise à apaiser, c'est donc la médecine réparatrice, qui vise à soigner, à améliorer les conditions de vie, et l'autre médecine augmentée, celle qui veut performer en quelque sorte l'être humain, bien entend satisfaire les fantasmes pour étendre les facultés physiques, les facultés cognitives, et donner à l'être humain de nouveaux pouvoirs. Alors réparer est une chose, augmenter en est une autre. Et sur le plan éthique, il me semble important, et vous en conviendrez, d'évaluer les effets d'une augmentation. Réparer,
ne pose pas de problème en soi. Et effectivement, s'il faut soulager la vie d'un tétraplégique, il nous faut être favorable à ce type d'évolution. En revanche, s'il s'agit de performer, d'avoir une ouïe plus efficace, une vue qui me permettrait finalement de regarder le moindre détail, à quoi cela sert-il? Là, on est dans un projet d'autodivinisation qui me semble suspect. Donc avec cette médecine augmentée, nous le constatons, et vous l'avez implicitement mentionné dans votre question, les barrières entre le vivant et la matière semblent tomber, et on invente le cœur artificiel, synthèse intracorporelle conçue pour se substituer au cœur natif. Ainsi, les frontières biologiques et mécaniques se brouillent. On peut également, dans le même registre, la même veine, désormais imprimer de la peau biologique, se raffermir d'un exosquelette, comme ces recherches effectuées dans le laboratoire technoscientifique que je vous décrivais précédemment. Nous pouvons aussi interfacer l'homme et la machine et finalement inventer l'homme cyborg, l'homme bionique, l'homme machinisé, en quelque sorte. Et tout ça est possible, est rendu possible avec les avancées technoscientifiques. Mais au-delà du possible, la question est finalement de savoir si tout cela est bien utile, et si ceci ne relève pas d'un fantasme, le fantasme d'un progrès continu sans limite aucune, comme l'imaginait le philosophe Condorcet, parce que c'est pas la première fois que l'on se projette sur le devenir de l'homme et sur le devenir infini de ses capacités à s'améliorer. Vous en conviendrez, nous sommes en face finalement d'une forme d'évolution de l'espèce humaine, qui ne relèverait pas d'un jeu qui résulterait des seules forces mécaniques et naturelles, mais d'un relais biologique dont l'homme serait devenu aujourd'hui l'unique et premier artisan. En d'autres termes, et cela rejoint votre première question et ma première réponse, l'homme refuse sa nature biologique, trop fragile, trop vulnérable, et on le voit aujourd'hui avec le Covid-19 qui nous rappelle à la raison, en quelque sorte. Donc il faut pour cela nous appareiller, nous protéger, nous équiper pour surmonter les défis d'une vie biologique qui est très faillible. Alors voilà, s'il est en effet louable de réparer, est-il besoin d'augmenter et en conséquence de dénaturer l'homme? L'homme sera-t-il un homme s'il est dévêtu en quelque sorte de son enveloppe biologique pour revêtir l'enveloppe bionique? En fait, donc ce qu'on comprend, c'est que quelque part, l'enveloppe corporelle serait une sorte de memento mori qui nous rappellerait finalement, notre finitude et tout simplement notre, humanité. Oui, souvenez-vous, mon premier propos, lorsque nous sommes sortis du jardin d'Éden, hein, au-delà pour certains du mythe, pour certains, c'est selon les convictions qui nous habitent, mais c'est quand même très intéressant d'imaginer qu'au temps de l'Éden, nous avions une enveloppe divine, et nous sommes sortis de cette enveloppe, et en quelque sorte, dans cette mémoire enfouie de l'humanité, il s'agit pour l'homme de la récupérer. Mmh. Alors, pour, justement ce faire, on cherche de plus en plus à se sécuriser et à valoriser surtout ses propres satisfactions et aspirations personnelles. C'est ce que nous dit Ken Loach, qui est le réalisateur de Sorry We Missed You, qui traite de l'ubérisation de la société et qui dit dans une interview regretter que les gens pensent, effectivement plus à l'intérêt commun et moins à l'intérêt du bien commun de la société et du pays, faisant référence à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que l'intelligence artificielle peut être la solution, comme l'avance Peter Thiel, qui déclare, l'IA, l'intelligence artificielle est communiste? À l'instar du modèle chinois, l'intelligence artificielle, va permettre de contrôler, de réguler la population, avec l'idée qu'elle ne pense pas aux intérêts d'une personne, mais d'une communauté. Donc sur le papier, ça fait rêver. Est-ce que, l'intelligence artificielle serait la solution à tout? Alors, déjà, ce qui me fait sursauter, c'est l'usage et l'emploi abusif du mot intelligence et d'y associer artificiel. Je pense que on prend conscience de l'oxymore. Il y a incompatibilité entre ces deux mots. Pour moi, cette fameuse IA, et je mettrai des guillemets systématiquement, il s'agit d'un outil de mesure, un outil d'évaluation, un outil de calcul. Il n'y a pas d'intelligence. Et il y a beaucoup de fantasmes autour de la dimension de l'IA. Mais je vais reprendre les trois mots que vous avez utilisés dans votre question. L'IA est communiste. Il y a bien trois mots, hein. L'IA est communiste. C'est pas faux.
Moi-même, dans un autre ouvrage qui est intitulé La déconstruction de l'homme, et vous l'avez rappelé en tête, j'ai utilisé le terme de communisme numérique. C'est un autre modèle de société, c'est une forme d'égrégore qui serait en quelque sorte le nouveau paradigme de la communauté sociale, renversant les axiomes sociaux et économiques traditionnels, et qui sont fondés sur un principe, l'accès à la gratuité. Hein, le communisme numérique, c'est l'accès pour tous à la gratuité, et c'est la fin aussi de toute verticalité. Au fond, l'IA nous promet la fin de toute verticalité. Nous voyons que nous n'avons pas besoin finalement d'intermédiation pour faire nos courses. Il suffit d'aller tapoter sur l'écran pour ensuite nous rendre sur un drive et faire nos emplettes sans qu'il y ait d'intermédiation. Intéressant. Et c'est cette société communiste qui nous est promis, communisme numérique, hein, je rappelle. Donc une société qui renverse tous ces axiomes, fin de la verticalité comme je l'ai dit, et ça avait été imaginé par un certain monsieur qui s'appelle FM 2030, Feridun Esfandiari, qui est le transhumaniste bien connu, et qui imaginait un tel modèle de société. Ce modèle économique qui est fondé sur le monde numérique est en passe de prendre le relais également de l'État. C'est la fin des corps institutionnels, en proposant une dimension de plus en plus servicielle et au-delà des services jusqu'à présent payants. Demain, le recours jusqu'à présent de prestataires qu'il nous fallait rémunérer ne sera plus nécessaire, car une offre de services accessible à tous et gratuite sera très largement diffusée, très largement proposée. Un nouvel âge d'or où le gratuit, et je mets des guillemets au mot gratuit, constituera la promesse, comme le sont d'ores et déjà un grand nombre d'applicatifs numériques qui vous sont proposés. Je suppose que vous consultez votre portable et que vous avez plein d'applicatifs numériques gratuits, ne serait-ce que pour consulter la météo. Voilà, c'est accessible, c'est gratuit, ou pour consulter votre quotidien, votre journal quotidien. Mais le supplément de service, qui lui est indispensable, sera toujours payant. Quand il y a un article qui vous intéresse, forcément, vous n'avez qu'un raccourci. Comme on vit aujourd'hui dans le monde des raccourcis, le raccourci est alléchant, vous voulez aller plus loin, mais il faut payer. Ce modèle, en fin de compte, ne peut survivre que s'il est payant. Alors, le communisme numérique, oui, avec un point d'interrogation. D'autant plus que, dans cet idéal, d'intelligence artificielle, vous parlez de justement de gratuité et on peut penser que nos données, ce que nous produisons comme données serait aussi une moyen d'échange, enfin une monnaie d'échange. Oui, oui, c'est ça. Alors, on pourrait effectivement pousser encore beaucoup plus loin les exemples, hein, avec des monnaies virtuelles, très artificielles, donc plus besoin, je dirais, de se rendre à la banque. Quand je parlais de fin de l'intermédiation, alors, il n'y a plus besoin de succursales bancaires, donc les succursales bancaires sont appelées à disparaître, hein, voilà, les agents guichetiers peuvent rechercher un autre emploi, c'est le cas, mais c'est aussi le cas pour nos comptables, dont les métiers sont appelés aussi à disparaître, puisque c'est l'IA qui s'occupera des factures dématérialisées et qui automatisera les attributions des comptes. Donc, quid du métier et de l'existence de ces métiers demain. Vous parlez de la barrière numérique et des intermédiaires. On j'ai l'impression qu'on cherche à gommer ou en tout cas, à effacer l'humain qui peut se cacher derrière et on est de plus en plus justement, dépendant de ces outils du quotidien, téléphone, tablette et cetera, de la technique et on le voit avec le confinement aujourd'hui et donc les gourous de la Silicon Valley finalement qui promettent de libérer grâce à l'intelligence artificielle des tâches ingrates, d'avoir un monde qui est à portée de main, de réduire les inégalités. Sauf qu'aujourd'hui en 2020, et c'est là où je reprends mon idée de gommer les intermédiaires, on apprend que finalement les petites mains sont toujours là. Google, où des gens sont payés à faire des micro-tâches pour entraîner les intelligences artificielles ou donc dans les stocks d'Amazon où les employés répondent à des instructions très précises d'intelligence artificielle et ne peuvent communiquer qu'au moyen de certains mots, sinon l'intelligence artificielle ne comprend pas. On apprend par New Scientist que l'intelligence artificielle traitant d'un système de santé américain discrimine les populations noires. On constate que des problèmes d'addiction et de manque aux écrans, notamment chez les enfants. Nos montres connectées, nos voitures nous donnent des ordres en nous disant
tournez ici, faites plus de sport, Netflix nous dit quoi regarder, Google nous dit, quoi écrire à la fin de nos emails. Donc pour l'instant, on a plutôt l'impression que c'est nous qui sommes un peu prisonniers de la machine et finalement, on nous promet une existence, longue, certes, mais assujettie, court-circuitée dans la prise de décision et finalement dépourvue de libre arbitre. Alors, est-ce que quelque part, on se serait pas fait avoir? C'est ça la question. Votre commentaire est très pertinent. Nous avons été comme aspirés par l'armoire magique, par le miroir aux alouettes. Et allons-y, hein, dans les images et dans les métaphores, un piège à rats. Ce monde des GAFAM et autres BATX, hein, les autres géants du web chinois, savent de façon artificielle créer les nouveaux usages. Et je pourrais allègrement enrichir votre liste que vous nous proposiez, hein. Les enceintes Alexa, les machines à laver connectées, la machine à café connectée, bien entendu, hein. L'économie numérique se présente à nous comme une source infinie d'inventivité, de croissance, d'augmentation de biens, le toujours plus et jamais assez, bien entendu. Et vous avez dans votre réflexion précédente un aspect ô combien juste, la robotisation s'est jusqu'à présent présentée à nous comme un palliatif pour nous libérer avantageusement de la corvéabilité, nous affranchir des tâches répétées. Vous savez que Karl Marx aspirait à une robotisation, même si le mot n'existait pas en soi, il aspirait à une mécanisation qui viendrait se substituer aux tâches corvéables. L'IA, alors pour revenir avec l'IA, avec des guillemets, est venue renforcer l'efficience du robot, hein, parce que le robot ne suffisait pas à lui-même, il fallait y ajouter un supplément d'intellect, en proposant aux plus qualifiés d'alléger également leurs tâches, ces tâches intellectuelles à répéter. Vous savez que les chargés d'études, on leur propose aussi d'alléger leurs tâches dans le monde des cabinets, dans le monde des études, et même sur des sociétés d'avocats qui ont recours à des assistants juridiques qui font le dépouillement de tous les arrêtés pour y apporter des éléments de synthèse facilitant leur réflexion. Donc voilà, ça montre, je dirais, le monde de sophistication dans lequel nous entrons. Alors, on élimine en quelque sorte ce qu'on appelle les notions de métier qui consistent à faire toujours la même chose. Les métiers nécessitant de l'apprentissage sont en passe donc de disparaître. Et pire, de transformer les employés d'Amazon, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, en nouveaux GO. J'ajoute R. Les gentils, non pas organisateurs, mais les gentils ouvriers robotisés. Les GO. Notre société est poussée par ce nouveau mantra, il faut innover, il faut performer, il faut évoluer. Nous sommes en train d'adorer finalement le dieu néon, The Sound of Silence. Je pense que vous connaissez cette célèbre chanson du duo mythique Simon and Garfunkel. Je ne l'avais pas forcément compris il y a des décennies de cela, et puis en relisant le texte, je le trouve absolument extraordinaire. Dans leur chanson, le duo décrit des enseignes lumineuses, tapageuses, qui inlassablement nous invitent à consommer et surtout à nous priver de communication, à nous priver d'échanger et de partager. C'est Dieu néon, hein, dans lequel nous sommes figés. Alors aujourd'hui, notre attention est sur l'écran lumineux, le Dieu néon, en quelque sorte. Alors on nous impose finalement un nouveau dogme. Il n'y a pas de choix, c'est forcément mieux. Ce mantra, comme je le disais précédemment, il nous faut l'accepter. Accepter le progrès sans condition. Sinon, nous dévoluons, nous régressons, nous retournons à l'âge de pierre. Juste pour vous dire que le Covid-19 est en train de chambouler notre monde, mais le risque est hélas, et c'est ce que je pressens, l'accélération d'un mouvement qui est de nature à nous enserrer encore davantage et à nous enfermer dans l'esclavage de l'égrégore numérique. Souvenez-vous de ce film, Metropolis, de Fritz Lang. Et pardonnez-moi, hein, je vais m'arranger avec l'histoire, avec le scénario, avec le film, avec le récit dystopique, et je vais lui donner une couleur un peu plus moderne. Vous m'autorisez? Oui, oui, allez-y, Disons que Métropolis, c'est toujours une cité, hein, à l'architecture futuriste, une mégapole avec des lignes, une structure avant-gardiste, une ville cybernétique. L'Utopia, je vous renvoie à Moore qui décrivait l'Utopia, une
une ville parfaitement égalitaire, parfaitement mathématisée, tout est parfait. Mais cette ville, hein, métropolis, elle vit sous les tyrans, sous le joug des tyrans, les GAFAM et les BATX, les aristocrates de ce nouveau monde après la tempête du Covid-19. Or, ces GAFAM, hein, leurs élites, se prélassent dans leurs palais numériques, tandis que la masse laborieuse des infirmières, des éboueurs, cette masse laborieuse des GOR, des gentils ouvriers robotisés, survivent dans leurs maisons calfeutrées, sous la surveillance et le contrôle d'un nouveau Big Brother, le messie technologique, leur promettant le paradis digital, de les protéger de l'intrusion d'une nouvelle bactérie létale. Les gens ont peur. Et effectivement, ils sont tétanisés et on entretient la dimension de la peur. Vous ne trouvez pas? On est dans une société qui évolue vers cet aspect très liberticide. Faut pas faire ci, faut pas faire ça. Il faut que vous ayez votre QR pour montrer d'où vous venez. Puis demain, nous serons obligés, comme les Chinois, d'afficher le QR à la porte de notre maison pour indiquer que nous résidons ici et peut-être donner des informations à nos voisins si nous-mêmes ne sommes pas atteints du Covid-19. Alors nous serons sous la surveillance du messie technologique qui veille sur nous, qui nous protège, avec tant de bienveillance. Je le dis avec beaucoup d'ironie, hein. J'espère que vous l'entendez ainsi. Bon, c'est effectivement assez glaçant de transposer le film à l'époque d'aujourd'hui et de voir que, ça reflète malheureusement, la réalité et donc vous parlez de mantra et de ce peuple qui finalement, est obligé d'avancer avec, son temps. Beaucoup de gens, moi le premier, avons le sentiment d'être finalement contraints à ce changement, vous le dites, d'une société où le maître mot c'est l'adaptabilité, l'adaptation constante, sans quoi en fait on se retrouve vite rejeté, voire jugé. Quelqu'un qui n'a pas internet aujourd'hui, ça paraît inconcevable. Alors certains ne s'aperçoivent même malheureusement pas de ça, de ce qui se trame. Quelle solution avons-nous? Est-ce qu'il faut être en rejet total, vivre en autarcie ou au contraire, comme le personnage principal de 1984 ou le numéro 2 dans Le Prisonnier, se jeter corps et âme dans cette société, où on peut trouver un équilibre? Ouais. J'aimerais déjà vous dire que j'anticipais votre réflexion. Et je souscris pleinement à votre propos. Et pour même l'appuyer, j'aimerais vous faire découvrir deux auteurs que je lisais ce matin, Marie David et Cédric Sauvia, parce que ce livre a été brillamment pensé. Et ils ont abordé ce sujet de l'IA. Et ils évoquent même la barbarie à propos de l'IA. Marie David et Cédric Sauvia sont tous les deux diplômés de l'école polytechnique. Et voici ce qu'ils écrivent à propos du progrès à la page 154 de leur ouvrage. Intelligence artificielle, la nouvelle barbarie. Les conséquences de cette course folle ne sont jamais discutées. Alors, c'est mon propos là, cette fois-ci. J'ajoute jamais anticipé, jamais évalué. Les ingénieurs, donc les deux ingénieurs poursuivent leurs réflexions, leurs commentaires respectifs, et nous relevons là toute la pertinence de leurs propos quand ils disent « En son temps, il aurait été criminel de refuser d'isoler les murs avec l'amiante, de ne pas équiper les écoles de tablettes numériques, de ne pas se lancer dans tel ou tel médicament, puis de découvrir 20 années plus tard les dégâts catastrophiques du caractère cancérigène de l'amiante, des effets absolument néfastes et dévastateurs de l'usage des écrans par des enfants, parce que tout simplement le temps biologique de l'enfant n'est pas celui de l'innovation technologique. Et aujourd'hui, l'écran vient se substituer à la tétine pour avoir la paix, pour calmer l'enfant. Et que dire des lois bioéthiques? Pas encore votées. Quand on apprendra demain le catastrophisme psychologique que l'on aura généré auprès d'enfants au risque, comme vous l'indiquiez fort justement, d'être mis au banc de la société. Vous prenez un risque là en m'interviewant. Vous risquez d'être mis au banc de la société, de vos amis, qui en disent quoi? Tu as interviewé ce rétrograde? euh, Le soi-disant progrès moral et le meilleur des mondes nous est promis, en quelque sorte. Mais je pense que vous voyez l'importance de relire ce qui nous a été dit par les anciens,
de relire toute cette philosophie que l'on a voulu enterrer. Je crois que c'est important de revisiter tout cela. C'est un message assez, intéressant. Vous nous dites, que pour lutter contre cet assujettissement, il faut commencer par, se replonger dans les mythes, donc autrement dit se cultiver, nourrir l'âme. Dans cette époque où on a délaissé l'esprit, on voit pourtant de plus en plus de gens se tourner vers, des néo-religions, notamment aux États-Unis avec la liberté du droit de culte, mais aussi énormément en France, on le voit au développement personnel, à la méditation, ne serait-ce que le succès des livres sur, le bonheur, l'aspiration au bonheur et même des gens qui changent de vie, on le voit de plus en plus, des trentenaires, cadres, pour faire des métiers manuels, pour se reconnecter aux autres, à la nature. Est-ce que c'est une conséquence directe justement de cette société dont nous parlons? Et est-ce que cela est positif? Est-ce qu'on peut y voir un espoir d'un renouveau spirituel? Oui. Alors, dans votre réflexion que vous partagez, il y a de la densité, il y a de la richesse, et nous sommes à l'heure des raccourcis, des messages qui sont plus sous la forme d'assertion que de réflexion. Donc on est une société qui se prive de réflexion. On se prive du temps de réfléchir, de lire un texte. Comme vous le savez, je suis blogueur. Vous l'êtes d'une certaine manière. Vous proposez à vos auditeurs une réflexion longue. Est-ce qu'on prend le temps de s'attarder sur les mots, sur ce qui est partagé, ce qui est dit? Il est difficile, dans le monde dans lequel nous sommes, d'attirer l'attention. Alors pour attirer l'attention, il faut que les mots soient courts, incisifs, provocateurs. Moi, je ne suis pas, je dirais, sur ce registre-là. Effectivement, vous indiquiez de la nécessité de relire, de prendre du temps pour la lecture, prendre du temps pour la méditation. Ça, c'est une bonne chose. Mais ce temps réflexif, il s'impose aujourd'hui. Le confinement devrait nous amener à davantage de recul, de distanciation. Alors on parle de distanciation sociale. J'aimerais que cette distanciation se transforme en recul par rapport à l'information quotidienne, récurrente qui nous est donnée et qui n'a que pour objet de nous tétaniser, de nous dire restez chez vous, comme je vous l'ai indiqué préalablement. Réfléchissons justement à cette société en devenir. Dans la réflexion que vous posiez, vous rejoignez en quelque sorte le propos de l'écrivain Bernanos, l'auteur notamment de La France contre les robots. Ce dernier disait à peu près ceci: la modernité est une conspiration contre toute forme de vie intérieure. Je trouve que c'est profond ce qu'il dit. Et je rejoins tout à fait également l'autre réflexion partagée par l'urbaniste Paul Virolio, qui a dit ceci, que le progrès technologique a détruit l'humble préférence du proche et du prochain, le savoir être soi-même, dont Montaigne nous entretenait comme la plus belle chose, la plus grande chose du monde. Le courant de notre postmodernité, parce que nous sommes dans la postmodernité, nous sommes dans un changement civilisationnel, c'est un changement même de métaphysique, en quelque sorte, qui se traduit par l'adulation des objets. Vous parlez à Alexa, je la décrivais tout à l'heure, vous dites Hi Google. Ah, j'ai peur que là que mon écran ne vienne s'ouvrir. Je n'ai rien dit, hein, faut rester silencieux. Cette époque est caractérisée par l'atomisation sociale, une atomisation quasi nucléaire avec l'effet du Covid-19. Hein. Je regardais les images de l'actualité, je ne m'en suis pas privé. Et moi aussi, malheureusement, parfois, la tentation cathodique vient sournoisement m'inviter à fixer, à river mes yeux vers l'écran. Nous assistons à un véritable morcellement dans lequel nous nous enfonçons, un monde qui est en pièces, qui est en train de se dessiner, un monde sans doute en miettes, parce qu'en pièces, c'est la première étape, mais imaginez un tsunami, à nouveau, lié au Covid-19. Là, c'est pire que le confinement. C'est l'appréhension, c'est la suspicion du voisin, c'est l'éjection du voisin, et on assiste d'ores et déjà à ce type de comportement et d'attitude. Je crois que le mauvais d'entre nous, si on n'y prête pas attention, si on n'y prête pas garde, est en train de surgir, le mauvais dans l'entre-nous.
Un peu à la manière de, Forbidden Planet et de cet appareil qui augmente les capacités, Oui, mais effectivement notre partie consciente, mais notre partie inconsciente et donc de notre partie tout à animale. fait. C'est pour ça qu'effectivement la méditation, la réflexion nous permettrait de contrecarrer ce qu'il y a de plus mauvais en nous. Donc la nécessité peut-être de méditer les Écritures, je vous le partage, je vous le dis, je vous le confesse. Je suis moi-même chrétien, j'ose le dire, même si aujourd'hui ça paraît démodé de le confesser et de le dire. Mais moi je le confesse volontiers. Et nous sommes en effet dans une perte de sens qui est aggravée du fait que cette civilisation n'accepte pas de reconnaître l'existence d'un créateur. Le monde postmoderne se caractérise également par un rejet du récit métaphysique, celui d'un Dieu qui se révèle à la totalité de notre humanité. Ce même courant postmoderne conteste ou nie toute idée de transcendance, idolâtre de manière aveugle la raison humaine et la conduit inexorablement vers l'irrationalité. Cette irrationalité qui entend conduire l'humanité à un nouveau récit de sa propre transcendance, de sa propre autodivination. Alors c'est intéressant parce que, j'aimerais qu'on écoute un extrait d'Interstellar, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec, une ligne de dialogue que prononce le personnage scientifique incarné par Anne Hathaway, qui a le mérite de reprendre un peu t justement ce que vous venez d'aborder et d'une façon, qu'on a généralement peu l'habitude de voir, dans la science-fiction, donc ça a le mérite en tout cas d'être écouté. Alors je vous la mets. Il a le droit d'être au courant. Ça n'a aucun lien. Quoi donc? Elle est amoureuse de Wolf Edmonds. C'est vrai? Oui. Et ça me donne envie d'écouter mon cœur. Mais on a peut-être passé trop de temps à essayer de démêler tout ça au moyen de théories. Vous êtes une femme de science, Brand. Alors écoutez-moi. Quand je dis que l'amour n'est pas une invention à nous, il est observable et tout-puissant. Il a forcément un sens. Oui, l'amour a un sens. Il y a l'éducation des enfants, le lien social, l'utilité sociale. Nous aimons nos morts. Quelle utilité sociale cela a? Aucune. Peut-être que l'amour a un sens plus profond et que nous ne pouvons pas encore comprendre. Ce peut être un témoignage, la marque d'une dimension supérieure que nous ne pouvons pas encore consciemment percevoir. Je vais à l'autre bout de l'univers, attiré par un homme parti il y a 10 ans, et qui, selon toute vraisemblance, est mort. De toutes les choses que nous percevons, seul l'amour transcende les dimensions temporelles et spatiales. Peut-être bien qu'on devrait accepter en confiance ce qu'on ne saisit pas encore. C'est profond. C'est, assez rare d'entendre ça, dans la science-fiction, cet appel à la spiritualité. Oui, c'est extrêmement rare. Mais Barjavel nous fait rentrer dans cette dimension de la spiritualité. C'est l'un des rares auteurs à l'évoquer et à oser l'évoquer. Je trouve intéressant de revisiter les œuvres de Barjavel parce que il nous invite à une méditation réflexive. Je trouve très intéressant. C'est lui qui parle du diable d'ailleurs dans une de ses œuvres. Et peut-être d'aller voir aussi chez des auteurs de science-fiction les réflexions in fine qui sont pas du tout légères. Vous évoquiez Greg Bear tout à l'heure, sa réflexion n'est pas légère. Et si vous relisez bien son œuvre, il parle de pandémie. Dans un ouvrage qui est écrit en 1973 avec ces fameux nocytes qu'il développe, donc la manipulation d'une espèce de structure, microstructure qu'il s'inocule et qui vient en quelque sorte envahir l'ensemble de notre humanité, l'impacter, et c'est tout l'environnement qui est soumise en quelque sorte à ce virus biotechnologique qui vient en quelque sorte démolir, détruire l'humanité. Je le rappelais en début, vous êtes socio-économiste et enseignant. Comment cela, votre pensée impacte votre travail? Et la deuxième partie de la question, comment finalement est-ce que vous alliez, la parole aux actes, si je puis dire? Ah. Alors, je ne suis pas une personne qui se dédouble. Je pense que il est important d'être dans l'entièreté, d'être dans une cohérence
à la fois, je dirais, dans l'écriture, dans la démarche réflexive qui est la mienne, dans le travail qui est le mien, et dans l'engagement social. Donc, effectivement, j'ai plusieurs casquettes, mais je ne joue pas un rôle dans chacune de ces casquettes. J'essaie d'y mettre de la cohérence, à la fois dans mon activité professionnelle. Alors évidemment, je fais usage des outils numériques, ça peut être une contradiction, mais j'y suis obligé, parce que les outils que nous utilisons sont obsolètes. Il y a un livre qui a été écrit par Günther Anders qui parle de l'obsolescence de l'homme, mais qui parle de l'envahissement de l'objet technique, et nous passons bien souvent du côté de nos instruments. Alors, en tant que socio-économiste, je réfléchis à l'usage tempéré de ces instruments afin de ne pas passer du côté de ces instruments, justement. Et j'invite souvent mes collègues à ne pas s'arrêter à l'information autour de tableaux de bord, mais que l'on ait une vraie démarche prospective, une vraie démarche écrite, une vraie démarche de réflexion. Certains clients sont très étonnés qu'effectivement ils aient beaucoup à lire et qu'ils ne soient pas dans la synthèse. Moi, j'ai un esprit très analytique et mon souci est d'apporter toujours une réflexion et un contenu qui soit suffisamment dense et intense, qui amène une vraie réflexion pour poser des vrais scénarios prospectifs, d'évaluer ce qui est proposé. Donc ça, c'est un premier sens à mon discours. Cette nécessité de cohérence entre l'outil que l'on utilise pour que ce ne soit pas un outil à plat, mais que ce soit un outil qui nous permette quand même de donner du relief à nos propos. Ensuite, en tant qu'enseignant, je suis enseignant dans une école d'ingénieurs, et ça a été, je dirais, le cas cette année, mais déjà dans les années passées, j'ai demandé à mes élèves ingénieurs d'imaginer en termes de prospective le monde de demain, sans emballage, puisque j'enseigne dans une école d'ingénieurs qui est spécialisée dans le conditionnement et l'emballage, qui s'appelle l'ESI, et qui est aussi dans le thermique, qui est basée à Reims, l'école normale supérieure des ingénieurs de Reims. Donc, qui enseigne à la fois un double volet, le thermique et le packaging, et mon enseignement est dédié aux élèves qui suivent la formation dans le domaine du packaging. Et en termes de prospective, je leur fais imaginer autant que possible un monde sans emballage. C'est assez provocateur d'être enseignant dans une école qui est spécialisée dans la conception de l'emballage et des conditionnements, de proposer un autre modèle de société. Et ça, je le fais parce qu'il me paraissait nécessaire que nous réfléchissions à un monde durable. Alors on l'a bien, je dirais, abîmé, ce monde durable. Mais néanmoins, il nous faut et il nous appartient d'emmener nos élèves dans une dimension de prospective et d'ores et déjà de réfléchir à des axes qui nous amèneront et qui nous conduiront à une société plus réfléchie et moins consommatrice de biens. Ensuite, j'ai un engagement social. Je me suis engagé auprès des migrants et je me suis notamment engagé auprès de familles avec mon épouse. Je l'associe pleinement, donc j'ai pas beaucoup parlé de mon épouse, mais avec mon épouse, nous nous sommes impliqués pour faciliter le regroupement familial de migrants, notamment d'un ami. Alors, quand je dis migrant, c'est un terme un peu réducteur et vous me pardonnerez. Je préfère de loin faire l'emploi du mot ami. Un ami qui était séparé depuis 5 années de son épouse, de sa famille. Il vivait la persécution odieuse en Centrafrique. Lui avait été martyrisé par des djihadistes. Il a dû quitter le Centrafrique. Son épouse et ses enfants s'étaient réfugiés dans la forêt. Il n'avait trouvé aucune trace de ses enfants. Il a appris plus tard par un ami que sa famille qu'elle vivait dans la forêt. Et j'ai eu compassion de cette famille et j'ai décidé de m'engager avec d'autres. Ce récit a été relaté par la télévision régionale FR3 qui a relaté ce récit. Je vous invite à y aller et de découvrir ce récit fabuleux d'un regroupement familial, puisque nous nous sommes engagés non seulement financièrement, mais matériellement, psychologiquement autour de cette famille. Et aujourd'hui, nous avons la joie de les avoir à Reims, une famille heureuse, une famille reconstruite. Lui avait été dans la rue. Aujourd'hui, il a une maison.
un bel appartement avec l'ensemble de ses enfants et ils vivent des moments extraordinaires, je dirais, de retrouvailles. Aujourd'hui, le confinement fait que nous sommes séparés, mais nous gardons le contact et ça, c'est précieux pour moi. Ça, c'est une dimension que je tenais à vous partager. C'est la cohérence que je recherche. Et l'autre cohérence très surprenante, et là je m'expose, j'ai plus rien à craindre, je dirais, dans la vie sociale qui est la mienne. Je suis également pasteur, donc je suis engagé dans la vie pastorale, mais c'est pas, je dirais, seulement dans les mots, c'est aussi dans les actes au quotidien de prendre soin, et la dimension du soin à l'autre est quelque chose qui m'est très cher. Voilà ce que je voulais vous partager. C'est toute la cohérence, et j'appelle ça la complétude. Je crois qu'on va terminer justement sur cette très belle note, tourner vers l'autre, tourner vers Voilà. autrui. Tourner vers le prochain. On a évoqué pas mal de choses, pas mal d'ouvrages, une belle liste de mythes et de livres, dont le vôtre, dont je rappelle le titre, La conscience mécanisée, aux éditions Libri Nova, à découvrir donc sur le site, mais également en commande auprès de toutes les librairies. Et j'invite les gens à le lire, je l'ai moi-même lu, et on en ressort avec énormément de textes, de pensées, de réflexions, comme vous l'avez dit. Oui, c'est une réflexion qui est proposée tout au long de cet ouvrage, une méditation à la fois de l'époque que nous vivons. Et j'écris un prochain livre, je pense que je peux vous l'annoncer, vous avez la primeur. Et de ce livre que j'ai écrit est une chronique d'un monde en pièces. Donc c'est le prochain livre. Il sera très accessible et probablement vous retrouverez trace de cet entretien. Qui sait? Je l'espère, en tout cas, on ne manquera pas de le relayer. Maxence, merci beaucoup. Merci à vous, Éric Lemaître, de cette interview. Merci Maxence. Merci d'avoir écouté Avec Desi de Replay Media. Si cet épisode vous a plu, alors n'hésitez pas à laisser une review et à le partager autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de visiter sur les réseaux sociaux Replay Media pour découvrir 3 autres émissions autour de la science qui pourraient vous plaire. À bientôt pour un prochain épisode d'Avec Desi.